Beaucoup. Merci de votre patience. Désolé pour le petit délai. Donc, on a la chance d'avoir une conférence sur la réno prête pour la consommation net zéro. Ça va être encore très intéressant. Donc, Philippe Fallu, consultant et spécialiste en rénovation saine et à haute efficacité énergétique chez Retrofit Canada. Donc, Philippe est bachelier en génie civil. Il est consultant et spécialiste en rénovation saine et à haute efficacité. OK, ça se répète un petit peu dans mon texte. Désolé. Sa mission, dit-il, est de rénover de façon éco-responsable le plus de bâtiments possible au Canada. Je veux donner une deuxième vie à ces bâtiments tout en contribuant aux objectifs 2050 du Canada de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Très intéressant, alors. Tu as la parole. Allô? Oui. Merci beaucoup, Éric. Merci pour l'invitation. Merci à André aussi pour l'invitation. Donc, mon nom est Philippe, fondateur de Retrofit Construction. Aujourd'hui, je vais vous parler de rénovation éco-énergétique, de mon projet aussi, mais spécifiquement du côté des rénovations. Donc, à travers toutes les conférences, on parlait beaucoup de construction de maisons neuves. C'est bien, il faut construire des maisons neuves à des meilleurs standards. Mais le gros problème à aller chercher, c'est les rénovations. Donc, juste pour définir le terme rétrofit, c'est le nom de mon entreprise, mais c'est aussi le nom de la pratique que je fais. Rétrofit, c'est apporter des nouvelles technologies à des systèmes anciens. Dans ce cas-ci, le système ancien, c'est des bâtiments. Et je vois les rétrofits comme vraiment la solution pour des bâtiments plus sains. Des bâtiments plus sains pour l'environnement, premièrement. Donc, quelques petites statistiques. 16 % des contributions des gaz à effet de serre au Québec proviennent des bâtiments. Et seulement 2 % des bâtiments sont des constructions neuves à chaque année. Donc, pour vraiment aller chercher les gros des émissions, il faut vraiment adresser les bâtiments existants et non les nouveaux bâtiments. Vraiment, le bâtiment le plus vert, c'est lui qui est déjà existant. Donc, on parlait de bâtiments sains pour l'environnement, mais aussi des bâtiments sains pour les occupants, pour qui les bâtiments ont été conçus originalement. Donc, on passe 90 % du temps à l'intérieur. Et à l'intérieur, on a 300 fois plus de polluants. Des polluants comme la moisissure, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone et le radon, qui, lui, est la source numéro 1 de cancer du poumon chez les non-fumeurs. Alors, pourquoi on veut un bâtiment sain? Quand on fait une rénovation éco-énergétique, on rend essentiellement le bâtiment plus performant. Et c'est quoi un bâtiment performant? C'est pas juste sauver de l'énergie, c'est pas juste sauver sur votre bill d'Hydro-Québec, mais c'est bien plus que ça. Il y a des valeurs plus humaines que ça qui vont donner des raisons pour faire ces rénovations. Premièrement, comme on l'a discuté, c'est des bâtiments plus sains. C'est quelque chose, la santé, ça n'a pas de prix. Donc, c'est très important d'avoir un bâtiment sain pour y habiter. On va aussi parler de confort. Le confort vient en 3 facettes. Il y a un confort thermique qui est associé. Donc, on a plus d'isolation, donc on va se sentir plus confortable dans la maison. Il y a un confort olfactif. Donc, la maison va être étanche. On va avoir un confort entre les unités, mais aussi de l'extérieur à l'intérieur. Il va y avoir moins d'odeurs qui vont être transmises. Finalement, aussi, on a un confort auditif. Donc, quand on est dans une maison de haute performance, on le sent, c'est silencieux. L'isolation, les grosses fenêtres, vraiment, les fenêtres triple vitrage, on se sent vraiment dans un environnement silencieux. Bien sûr, c'est des maisons plus écologiques, non seulement parce que dans l'opération du bâtiment, on consomme moins, mais c'est aussi, les bâtiments de haute performance riment souvent avec des matériaux sains. Donc, dans la construction, les matériaux qui vont dans la construction ont déjà une plus faible empreinte de carbone. Des bâtiments plus durables, ça a 2 facettes. Un bâtiment qui dure plus longtemps, c'est aussi un bâtiment plus écologique. On n'a pas besoin de le rénover autant de fois. Mais aussi c'est des sources on va sauver de l'argent plus tard. On n'a pas besoin de continuellement être en train de le rénover. Il va durer plus longtemps. On parle beaucoup de résilience, là, surtout avec le contexte québécois de la crise du verglas. La crise du verglas, c'est la mini-crise qu'on vient d'avoir. C'est un bâtiment que si, par exemple, on perd l'électricité, eh bien, on va rester confortable pendant beaucoup plus de temps. Mais aussi, on est dans un contexte d'extrême climatique, des froids plus froids, des chauds plus chauds. Donc, c'est sûr que dans des bâtiments comme ça, ils vont mieux s'adapter à ces conditions climatiques. Finalement, on est au Festival des technologies vertes.
c'est vraiment des bâtiments de la fine pointe de la technologie. Il n'y a pas eu de grosses révolutions au niveau des bâtiments, on veut dire, comparé disons, aux autos comme les autos électriques. Donc, c'est des bâtiments qui sont vraiment, qui ont de nouvelles technologies. C'est quelque chose qui est vraiment bon d'adopter déjà. Alors, mon projet en tant que tel, vous le voyez, c'est vraiment en gardant ces concepts en tête que quand on a eu l'opportunité de faire un projet, on s'est dit, ben, regarde, on veut un bâtiment qui est vraiment de haute performance. Donc, le bâtiment existant que vous voyez, les deux photos à gauche, c'est un bâtiment, c'est un duplex à Pointe-Saint-Charles. Il a été construit en 1890, donc il a 130 ans. Il y a eu une extension à l'arrière qui a été faite en 2004, mal faite d'ailleurs. Et dans le fond, on s'est dit, on va faire un projet qui est un peu un 3 en 1. Premièrement, c'est une propriété à revenu, alors c'est un duplex. Il y a un business case à respecter. De deux, c'est aussi notre résidence personnelle. Donc, on va habiter là-bas pendant un bon nombre d'années, puis on voulait faire quelque chose qui était à la hauteur de nos valeurs ou aligné avec nos valeurs. Et troisièmement, ben, c'est aussi un projet pilote pour mon entreprise, Retrofit Construction. Alors, vous voyez les travaux qui ont vraiment été effectués. À l'arrière, on a fait une extension de 2 étages qui nous apporte aussi avec un accès à la terrasse sur le toit. On a changé toutes les fenêtres. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous ai dit, c'est un duplex. L'unité du haut, on est allé dans une rénovation énergétique beaucoup plus profonde. Donc, on a vraiment strippé tous les murs, on a tout ouvert les murs, changé toute la fenestration, la ventilation et tout ça. Et en bas, on est allé dans une rénovation quand même profonde, mais moins profonde. Donc, on n'a pas ouvert tous les murs extérieurs, mais on l'a fait un genre d'entre-deux. On a quand même changé les fenêtres, on a quand même amélioré l'étanchéité, on a quand même travaillé quelques autres détails, mais ça nous a permis d'avoir comme plusieurs projets en un. C'est pas... En plus de ça, on a fait des rénovations extérieures, puis on en a fait aussi par l'intérieur. Donc, vraiment, c'est un genre de projet que j'ai pu apprendre de pas mal tous les types de rénovations qu'on aurait pu faire. Donc, pourquoi qu'on a vraiment choisi celle-là? Il y a des millions de propriétés. Pourquoi choisir une certaine propriété? Bien, chaque propriété a un certain potentiel de rétrofit. Et je vais vous expliquer pourquoi et quels éléments à considérer si vous avez à choisir une propriété pour faire une rénovation éco-énergétique. Donc, premièrement, il faut que ce soit un bâtiment vieux. Bien, pas il faut. C'est sûr que ce serait plate d'aller rénover une maison qui vient d'être construite il y a 10 ans ou 5 ans. Donc, un bâtiment qui est vieux, c'est sûr que c'est un bâtiment qui est plus propice au rétrofit. Dans notre cas, il y avait 130 ans. Donc, ça, c'était une case déjà de cocher. Deuxièmement, c'est une bonne orientation solaire. Une orientation solaire vers le sud pour la fenestration. Ça, c'est un point qui est un peu plus difficile à aller chercher. Il y a beaucoup d'éléments à considérer dans un bâtiment existant. Dans une construction neuve, c'est plus facile, mais une bonne orientation solaire, avec des sorties de toit ou de la végétation qui vont aller cacher le soleil pour un gain solaire passif, c'est quand même important. Dans notre cas, les grosses fenêtres qu'on voyait avant pointent directement vers le sud et on a un bel arbre qui éloigne le soleil l'été puis qui laisse l'hiver le soleil passer. Donc, aussi, on parlait que l'extérieur ou l'intérieur soit en mauvais état. Donc, si on va faire une rénovation, on peut ou la faire par l'extérieur ou par l'intérieur. Toutes les propriétés sont différentes, mais c'est sûr que si on a quelque chose à rénover, ben, c'est un bon moment de le faire. Donc, dans notre cas, on voyait le revêtement extérieur n'était pas posé, il n'était pas conforme, il fallait le retravailler. Et à l'intérieur aussi, la deuxième unité, elle n'avait pas eu de rénovation récente, fait que tout était quand même enlevé. Donc, c'était un bon potentiel à faire. Un bon emplacement, en fait, ça, c'est juste une règle immobilier. Hein? Location, 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 c'est très important. C'est sûr que ça, c'est en termes d'investissement, c'est important de le faire, mais c'est aussi en termes de, tu sais, si ta propriété est super loin, ben, tu ne vas peut-être pas avoir accès à tous les mêmes matériaux, aux mêmes ressources, donc c'est sûr que ça va augmenter les coûts du projet. Puis tout ça, là, on parle de viabilité du projet. Tout est faisable, mais vraiment, pour avoir un projet réussi, c'est un projet aussi qui est viable à faire. On ne veut pas de problèmes de structuraux majeurs. C'est des coûts quand même élevés, ça, quand tu as des gros problèmes de fondation ou même des contaminants comme de l'amiante. C'est des coûts qui sont... Ça ne va pas directement aider la performance énergétique de la maison. De temps en temps, c'est des vieilles propriétés, tu n'as pas le choix, mais on essaye de l'éviter. Dans notre cas, on n'avait pas vraiment de problème. On s'est assis sur la même fondation, donc on était bien correct. Et on n'avait pas d'amiante. La maison était tellement vieille qu'on n'avait pas d'amiante. Donc ça, c'était un autre bon point.
Finalement, on veut aussi un bâtiment de forme simple. On dit forme simple parce que quand tu commences à avoir plus de formes, ça fait des détails plus compliqués, puis ça donne plus de zones qui pourraient causer des troubles. Donc, c'est plus compliqué de faire un bâtiment qui a des formes complexes. Dans notre cas, c'est une grosse boîte rectangulaire, donc c'était très correct. Donc, on veut voir aussi même, ça c'était l'extension en 2004 dans la photo en haut. Il y avait des problèmes de moisissure, ça a été fait, ça a été vraiment mal fait. Donc, le potentiel de rétrofit de cette propriété-là était excellent. C'est pour ça qu'on est allé devant avec le projet. Maintenant, le titre de la présentation, c'est la maison Net Zero Ready. Qu'est-ce que ça veut dire Net Zero Ready? Essentiellement, Net Zero Ready, c'est un gros buzzword en ce moment. Net Zero, il faut dire c'est quoi? C'est Net Zero carbone ou est-ce qu'on parle de Net Zero énergie? Dans notre cas, on parle de Net Zero énergie. Ça veut dire que la maison consomme autant qu'elle produit sur l'échelle d'une année. Le point ready voulant dire qu'en fait, on ne fait pas de production d'énergie, mais on ne fait que démontrer qu'on a l'espace pour produire cette énergie-là. Alors, pourquoi on a choisi celle-là? En fait, on ne visait aucune certification nécessairement pour le Net Zero Ready. Mais pendant le processus, j'ai fait la connaissance de cette certification, puis ça allait vraiment bien, puis c'est en projet pilote. Et notre maison, elle n'est pas encore certifiée, mais elle est en voie d'être la première maison certifiée Net Zero Ready au Québec. Donc, c'est une certification qui n'est pas très commune au Québec. Si on entend beaucoup de nouveaux climats ou de LEED ou whatever, mais en rénovation, c'est vraiment la seule qui fait vraiment du sens, selon moi. Il y a plusieurs qui sont plus compliqués à aller atteindre, mais c'est dommage qu'on ne le voit pas autant au Québec. Puis j'aimerais qu'au moins ce projet serve d'exemple que c'est faisable au Québec. Donc, à gauche, ici, on voit, ça, c'était la consommation, ou en fait, l'évaluation éco-énergétique. C'est une cote énergétique qui a été faite par Énergie 3R au début de la rénovation. Donc, on voit qu'on était à 108 gigajoules par année et un bâtiment type nouveau aurait été à 83. Là, ensuite, on voit ce qui a été, ça, c'était ma cote énergétique après la rénovation. Donc, on est à 73 gigajoules par année quand un nouveau bâtiment type était à 105. Pourquoi la différence de 83 à 105? En fait, c'est parce qu'on a rajouté une extension. Le bâtiment est plus grand, donc c'est sûr qu'il y a des plus grosses demandes énergétiques. Mais déjà, voir qu'on est passé de 208 à 73, c'est énorme. Donc, on va vous montrer. Ça, c'est un peu le graphe. Le bâtiment existant et le bâtiment rénové et la production d'énergie, c'est ce qu'on devrait produire pour être à net zéro. Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas mettre des panneaux solaires pour aller couvrir la demande initiale. Premièrement, il faut réduire la consommation. Il faut juste comprendre aussi que dans cette certification, ça, c'est pour vraiment tout le duplex au complet. Pour les fins de la certification, je certifie seulement l'unité du haut pour aller chercher. Je n'avais pas assez de grosses, je n'ai pas un énorme terrain, je suis quand même en ville, je n'ai pas un énorme terrain pour aller chercher la production pour les 2 logements, mais assez pour un logement. Donc, on parle de design. C'est quoi exactement les éléments à aller faire à aller rénover? C'est quoi les éléments importants à aller rénover dans un bâtiment de haute performance? Donc, premièrement, l'étanchéité, ça, c'est le plus important, le point le plus important. Vraiment, si tu travailles l'étanchéité correctement, tu as vraiment 50% de la job de fait. Donc, avoir une bonne étanchéité, c'est très important. On va parler de tous ces points-là plus en détail par après. Et ça, c'est tout, selon moi, en ordre d'importance. Pour la rénovation, ce n'est pas la même affaire pour un bâtiment, une nouvelle construction. Si on a une maison très étanche, il faut bien la ventiler aussi. Ensuite, il faut des fenêtres très performantes, des fenêtres triple vitrage. C'est sûr que c'est très important. Ce n'est pas tant plus cher qu'un double vitrage, mais des fenêtres, c'est un gros point faible de l'enveloppe. Ensuite, on parle d'isolation accrue, une isolation plus grosse, mais ça, on le voit. Puis contrairement aux pensées, on est juste en 4e place. Ça ne sert à rien d'aller rajouter plus d'isolation tant qu'on n'a pas adressé l'étanchéité et les fenêtres. Donc, c'est pour ça qu'on le met en 4e position. Donc, tel qu'on avait discuté aussi, les matériaux sains, ce n'est pas nécessaire, mais normalement, qui dit bâtiment haute performance dit matériaux sains aussi. Et finalement, on parle d'un design solaire passif qu'on parlait, mais ça, c'est un genre de point que dans une construction neuve, tu as un terrain neuf, tu peux orienter ta maison pour avoir un design solaire passif, mais dans un contexte de rénovation, il faut que tu travailles avec la propriété existante. Donc, elle n'a pas une énorme importance. Tu peux toujours rajouter des sorties de toit ou d'autres éléments pour cette considération ou rajouter une fenêtre dans la bonne orientation, mais je ne le mets pas comme le point le plus important parce qu'on travaille avec un bâtiment existant. Donc,
notre phase de design a commencé avec un scan du bâtiment, un scan 3D pour vraiment avoir exactement le même bâtiment. Le bâtiment était tellement vieux, il n'y avait pas de plan existant. Il ne faisait pas de plan dans le temps, il faisait juste construire comme il voulait. C'est sûr, l'étape la plus importante, c'est de faire un test d'infiltrométrie avant de commencer. Appelez Énergie 3R, c'est gratuit, ça vaut la peine. Et ça, c'était le design final qu'on est venu avec. On est presque rendu là. Je vais vous montrer des photos les plus à jour à la fin. Mais ça, c'était le design avec lequel on est revenu. Donc, l'étanchéité, le point le plus important. Je vais vous parler un peu plus des détails, un peu plus de construction. L'étanchéité, en fait, on a fait 3 tests d'infiltrométrie. Le test d'infiltrométrie, ça, c'est exactement le test avec la porte rouge qu'on fait avant de rénover ou qu'on fait pour vraiment savoir c'est quoi l'étanchéité de la maison. Initialement, le premier test nous a donné un chiffre de 16 ACH 50. Pour vous mettre ça en perspective, pour une taille de maison comme la nôtre, 16 ACH 50, ça veut dire que le volume d'air dans la maison est changé 16 fois par heure. Ça veut dire que le volume total d'air dans la maison est changé à chaque 3,75 minutes. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Dans le temps, on construisait des maisons comme ça, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, une construction neuve tourne autour des, je te dirais, une bonne va à 3, puis de 3 à 5 changements d'air par heure. Donc, on était à un chiffre vraiment énorme. Après ça, on a adopté plusieurs méthodes de rénovation. On a un pare-vapeur intelligent à l'intérieur. On avait de l'uréthane giclé sur les plafonds. Puis on a aussi un panneau zip à l'extérieur qui nous a aussi aidé avec l'étanchéité. Je vais vous montrer plus de photos. On a été capable de descendre ça jusqu'à 5,2 changements d'heure avec nos efforts de travail. Mais ce n'était toujours pas assez bon pour ce qu'on avait besoin. C'est déjà une réduction de 57 %. Donc, à 5,2 changements d'heure, c'est comme si on changeait toute l'air de la maison à chaque 11 minutes. C'était toujours pas assez bon. Pour la certification que je voulais aller chercher, je devais être en bas de 2 changements d'heure. J'ai essayé de faire le plus possible. J'ai passé des heures à essayer de le réduire. J'ai été capable de le réduire d'un peu, 0,1, 0,2, mais après ça, j'ai su que j'ai dû appeler un autre procédé, une technologie qui s'appelle AeroBarrier. Ça m'a permis d'aller descendre de 5,2 à 1,6 en dedans de 4 heures. Donc, je vous en parle un peu plus maintenant. Donc, la technologie d'AeroBarrier, en fait, je vais vous montrer une vidéo après ça pour l'expliquer. Mais ça vous montre, en fait, ils sont mobilisés. En 4 heures, j'ai été capable de descendre ou réduire mon étanchéité de 67 % encore, donc de passer de 5,2 à 1,6. Donc, j'ai passé de 16 à 1,6. 1,6, c'est que je change toute l'air de la maison à chaque 37 minutes. Donc là, c'est déjà nettement mieux. Et tout ça, en dedans de 4 heures, sont venus, ils ont préparé, ils ont fait le scellement, on voit le graphe, c'est ça que ça a donné. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. C'est quelque chose, on est dans un contexte de rénovation éco-énergétique puis de technologie verte. Donc, c'est une technologie qui est quand même très nouvelle. Bien, pas tant nouvelle, mais qui est innovante. Donc, ils préparent les surfaces initialement. Donc, tout ce qui est les ouvertures qu'il faut bloquer, ils viennent les préparer. Les surfaces horizontales aussi, ils viennent tout préparer ça. Ils vont mettre des buses à l'intérieur de la maison, des vaporisateurs à travers la maison. Et ensuite, ils vont venir mettre le même test d'infiltrométrie qu'on s'est dit, on l'appelle la belle porte rouge. Dans un test d'infiltrométrie, ce qu'on fait, c'est qu'on met la maison en pression négative à 50 pascal. Ici, dans ce test-là, on fait l'inverse. En fait, ils viennent mettre la maison en pression positive à 50 pascal. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un scellant, ils injectent un scellant liquide en aéroportée. Ils vont le pulvériser, il va devenir en aéroportée. Et avec la pression positive, ce scellant va aller sceller les fuites dans la maison. Le scellant, en fait, là, il n'est vraiment pas chauffé, il est juste pulvérisé. Donc, sa composition chimique ne change pas. C'est un produit qui est Green Guard Gold certifié, donc il n'est pas nocif. C'est un produit très clean, il n'y a pas de COV aussi. Et vraiment, tu n'as pas, en fait, il n'y a rien à faire. C'est de la technologie, c'est de la science. Il va se trouver les fuites par soi-même. C'est ça la beauté de la chose, c'est que tu n'as pas besoin d'aller chercher les fuites. Le scellant va aller les chercher. Donc là, tu vois, le scellant, il est comme en aéroportée. Et avec la pression positive, toutes les fuites
L'air cherche à essayer de fuir l'enveloppe et ça va aller colmater les fuites. Il va s'agglutiner ensemble et ça va aller bloquer des trous jusqu'à 1 pouce de diamètre. Donc, d'un cheveu jusqu'à 1 pouce de diamètre. Donc, c'est une technologie vraiment. Puis en même temps, on a tout du monitoring avec un ordinateur qui contrôle, puis on le voit en real-time, toute l'étanchéité qui descend. Et à la fin, il te donne une attestation de réussite d'étanchéité. Donc, le plus long que tu le fais, le plus que tu es capable d'aller chercher. C'est sûr qu'il y a un certain point, il faut avoir une certaine préparation avant d'y aller. Mais c'est vraiment un produit formidable. J'aurais jamais été capable de descendre aussi bas sans AeroBarrier. Donc, comme je vous ai parlé, quand on scelle l'enveloppe, il faut bien la ventiler. Ça, c'est le fameux dicton. On dit « build tight, ventilate right ». C'est très important. Avant, la ventilation était faite vraiment par les murs. On ne contrôlait pas l'air. C'est pour ça qu'on avait des taux de changement d'air à 16. Oui, la maison respirait, c'était bon. Maintenant, on vient la sceller, mais là, on va lui faire avoir une entrée d'air et une sortie d'air, comme un corps humain. J'ai adopté 2 techniques différentes. Il y a l'unité du haut et l'unité du bas. L'unité du bas, il y a un produit qui a été vraiment mentionné beaucoup de fois ici. C'est le Minotaire. C'est un produit tout en un. C'est une thermopompe tout en un. C'est un échangeur d'air, c'est une thermopompe, c'est un déshumidificateur, tout en même temps, une belle petite boîte, un produit québécois qui n'est pas assez connu. C'est merveilleux. En fait, là, vous connaissez les thermopompes. Il y a toujours un gros condenseur qui se trouve à l'extérieur. Ça, tu n'as même pas de condenseur. C'est toute une unité en un. C'est merveilleux. Ça coûte environ 8 000 $. Moi, je n'ai jamais habité dans l'unité du bas. Donc, je ne sais pas à quel point c'est correct. Mes locataires sont très contents. Donc, on va dire que ça marche très bien. Pour l'unité du haut, on est allé pour une ventilation plus conventionnelle. C'est sûr qu'avec les grosses fenêtres qu'on avait, la machine n'était pas assez grosse à couvrir. Donc, vraiment une ventilation plus thermopompe conventionnelle avec un humidificateur et un échangeur d'air commun. Le tout a été fait par Boursier Ventilation, des très, très bons entrepreneurs en ventilation. Ensuite, l'enveloppe. L'enveloppe, là, je veux dire isolation et fenêtre. J'ai combiné les deux en même temps. Chaque mur, j'avais des détails différents. C'est normal, c'est une rénovation. Il faut être très, très, très créatif dans ces approches-là. Donc, chaque mur a eu vraiment une approche différente. J'ai une isolation extérieure continue qu'on va parler tantôt, qui est le ZIP, le panneau R9. À l'intérieur, j'ai fait des murs avec de la laine de roche, la Roxul, des murs de 2x6, avec une autre couche de 1,5 pouces de Roxul aussi. Donc, ça nous donnait des murs environ de R40, un plafond d'environ R50. Donc, c'était rien de poussé au niveau d'isolation. Oui, c'est plus haut que la norme. Je dirais 1,5 fois plus que la norme, mais on n'est pas à des niveaux passifs où on a dépensé énormément d'argent dans l'isolation. Comme je vous ai dit, je préférais bien mieux dépenser plus sur l'étanchéité et sur mes fenêtres. J'ai utilisé aussi de l'uréthane giclé et mes fenestrations, c'est toutes des fenestrations triple vitrage de NZP Fenestration. Donc, le produit ZIP, c'est un produit 3 en 1. Vraiment, c'est comme, normalement, on met du plywood, c'est un sheeting extérieur. Mais ça, c'est un 3 en 1. On sauve sur le temps d'installation, en fait. Fait que c'est un panneau qui vient avec un isolant derrière. Tu as un panneau de copeaux de bois orienté, donc un OSB, avec un pare intempéries, on le voit, c'est les panneaux verts, un pare intempéries intégré. Et ce qu'on vient faire, c'est juste taper entre les joints des panneaux. Et c'est ça qui donne notre étanchéité. Ça fait un job d'étanchéité super simple. Le but, c'est de rendre ça tout plus simple. Les méthodes conventionnelles avec les Tyvek, des fois, c'est un peu plus difficile à aller chercher un plus d'étanchéité, mais avec ça, vraiment, ça rend le tout plus simple. Puis l'isolation, tu as une isolation continue derrière. Alors, tu as plusieurs panneaux avec plusieurs valeurs R différentes. Donc, on a un panneau qui est R3, il y en a qui est R6, R9 et R12. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai utilisé le panneau R9 pour le projet. Alors, le projet en chiffres, pour mettre fin, le projet a duré 2 ans. J'ai mis environ 500 000 $ de rénovation. Oui, c'est beaucoup, mais construire, c'est cher. J'ai rajouté une extension. Mais de ce 500 000 $, c'était juste seulement 20 000 $ vraiment en surcoût pour aller chercher ces niveaux de plus. Quand je dis surcoût, c'est
les surcoûts pour aller en triple vitrage dans mes fenêtres, le surcoût pour l'isolation de plus que je suis allé mettre et le surcoût de plus pour les détails d'étanchéité que je suis allé chercher ou des produits de haute performance tels que des membranes ou des tapes plus performants. Donc, sur 500 000, ça représente juste 5 % de plus de coûts. Je ne suis pas allé trop loin, mais j'ai eu des résultats extraordinaires. Et en plus de ça, avec les subventions, j'ai eu un retour de 18 000 $. Donc, vraiment, c'était comme ça presque rien coûtait à la fin pour aller plus haut que le code, puis plus haut que le standard. Et les heures de plaisir, bien sûr, c'est infini. Hein? Alors, pour vous, si vous voulez prendre le premier pas, c'est vraiment de trouver une belle propriété. Je vous ai montré comment on l'a trouvé. Il y a un potentiel de rétrofit à aller voir. Je vous invite tous à aller faire un audit énergétique gratuit avec Renault Climat. C'est gratuit. Vous allez savoir, vous allez comprendre c'est quoi la maison. Ils vont faire un test d'infiltrométrie. Ils vont vous donner des recommandations de ce qu'il faut pour aller rénover. Ils vont vous le dire. Ils vont vous donner quelques conseils. Et ensuite, vous allez vers un entrepreneur comme moi, puis vous allez me demander, puis on va s'asseoir ensemble et voir c'est où que vous allez avoir le meilleur investissement avec votre argent. Ensuite, on rentre dans une phase de design intégré avec tous les joueurs à table. C'est vraiment important d'avoir cette phase de design intégré avec les architectes et les entrepreneurs, tous à la même table. Sinon, le projet va coûter plus cher. Puis ça, c'est même pas pour des projets de haute performance. Pour n'importe quel projet, une phase de design intégré, c'est très, très, très important. Finalement, après ça, on a la phase de rénovation extérieure-intérieure. Puis la phase qui est oubliée vraiment par beaucoup de personnes, c'est la collecte d'informations du projet. C'est plate. Il y a beaucoup de projets qu'une fois qu'il est livré, personne ne retourne, mais il y a tellement d'informations à aller apprendre. Puis vous allez en apprendre en tant que propriétaire ou locataire de l'immeuble, vous allez en apprendre beaucoup. Par exemple, dans mon projet, j'ai installé sur le panneau électrique, il y a un genre de technologie que tu le connectes, puis je le vois en temps réel sur mon cellulaire à quel point la consommation de ma maison elle est. Donc, quand j'allume le four, je vois qu'il y a un gros spike d'énergie ou que j'allume la laveuse et la sécheuse, on voit un gros spike. Donc, une fois que tu commences à être consciencieux de « OK, mais combien est-ce que je suis en train d'utiliser exactement en ce moment? Combien est-ce que ça me coûte de faire partir la machine, la lave-vaisselle en ce moment? » Puis là, tu réalises qu'en fait, ton cellulaire puis tes LED, c'est pas ça qui consomme beaucoup, c'est vraiment ton chauffage, ton système mécanique de ventilation, tes électros. Donc ça consomme beaucoup. Fait que, si tu connais comment ton bâtiment fonctionne, c'est toujours bien de bien l'opérer. Donc, c'est sûr que moi, à travers n'importe quelles étapes, moi et mon entreprise, on peut vous aider, que ce soit de la consultation, de la construction, de la gestion de projet. On peut vous aider à travers toutes les étapes. Que ce soit même pour trouver une propriété, on peut vous aider là-dedans. Et donc, c'est tout. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est sûr que ce projet-là, je n'aurais pas pu l'accomplir sans plusieurs parties prenantes, des bons sous-traitants, une bonne équipe, ma conjointe, mes parents, mes amis. Je suis très reconnaissant d'avoir fini ce projet-là. C'était vraiment des heures de plaisir. Vous pouvez me contacter à mon courriel là. Sinon aussi, j'ai parti un podcast qui sort semaine prochaine avec justement Boursier Ventilation, qui était mon entrepreneur en mécanique. On parle vraiment de bâtiments de haute performance, de tous les sujets. On entrevue avec des architectes, des entrepreneurs, des produits de haute performance. On fait juste parler de tout. C'est vraiment le fun. C'est un format entrevue. Puis ça sort semaine prochaine. Donc, si vous voulez aller regarder, bien, vous pouvez visiter le www.addm.ca. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça, c'est toutes mes coordonnées, by the way. Puis, il y a des magazines ici gratuits avec plus d'informations sur ma rénovation si vous en voulez.